Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la lutte contre les micro-organismes. On va parler entre autres de méthodes physiques, comme la chaleur, pour lutter contre les micro-organismes, ou le rayonnement par exemple, et de méthodes chimiques pour les éliminer aussi. Donc là, méthodes chimiques, c'est les divers produits nettoyants, peroxyde d'hydrogène, hydrogène accéléré, alcool, donc tout ce qu'on peut utiliser aux produits nettoyants qu'on utilise à la maison aussi. Donc comment toutes ces méthodes-là, physiques et chimiques, nous permettent de tuer les micro-organismes ou du moins de limiter la quantité que l'on retrouve dans notre environnement. Donc, on commence avec quelques petites définitions. Donc, on va comparer en fait les deux définitions de départ. C'est on compare la stérilisation et la désinfection. Okay? Ce n'est pas la même chose du tout. Quand on stérilise, okay, toute forme de vie est éliminée. Okay? Donc, si vous avez un instrument, par exemple, qui va être utilisé en chirurgie, qui est dans un emballage qui est passé à la stérilisation, donc il n'y a rien de vivant là-dedans. Okay? Donc, les bactéries, même les bactéries avec les endospores, okay? Les endospores sont la structure microbienne la plus résistante. Donc, même les endospores ne résistent pas à la stérilisation. Donc, l'exemple le plus classique, le plus simple de ça, c'est l'utilisation d'un autoclave. Donc, c'est un gros appareil. Okay? En fait, il y a différents types d'autoclaves. Mais je pourrais vous montrer ceux que l'on a au cégep. Donc, c'est un appareil dans lequel la température va monter à une température élevée, mais c'est pas si pire que ça. Quand je dis pas si pire, c'est qu'on monte à plus de, je pense, c'est environ 120 degrés okay, Celsius. Mais moi, quand je fais cuire ma pizza, c'est plus chaud que ça. Okay? Mais mon four n'est pas un autoclave. Okay? Donc, l'idée de l'autoclave, c'est qu'on va avoir, bon, oui, une chaleur. Okay? Puis c'est une grande chaleur, on s'entend là. Mais on va ajouter aussi, il y a une pression. La pression atmosphérique va être plus importante à l'intérieur que ce que nous, on subit à l'extérieur. Et il va y avoir de l'humidité. Ces trois composantes-là font en sorte que tout ce qui est là-dedans meurt. L'autoclave, on va l'utiliser, par exemple, pour stériliser des déchets okay, biomédicaux. Donc, je ne sais pas moi, tout ce qui a été en contact avec du sang d'un patient ou des sécrétions ou des selles, en tout cas tout le liquide biologique, tous les milieux de culture aussi qu'on va utiliser pour identifier les micro-organismes, tout ça va être autoclavé. Mais on va aussi autoclaver donc divers instruments, divers appareils okay, pour justement éliminer la présence de micro-organismes là-dessus. Ça, c'est la stérilisation. Il y a d'autres moyens de stériliser. Okay? Il y a des gaz stérilisants. Par exemple, si, je vais donner un exemple classique. Là. Si vous prenez des produits, okay, des instruments qui sont en plastique et qui ne résistent pas à la chaleur, ben, si vous voulez les stériliser à l'autoclave, vous allez les faire fondre. Fait que c'est pas super. Donc, on peut prendre les instruments sensibles à la chaleur et les stériliser dans un environnement fermé avec des gaz stérilisants. On va le voir plus tard parce que ça, c'est une méthode chimique. Donc, stérilise, on tue tout. Désinfection maintenant, donc on vise à détruire ou éliminer ou inhiber, inhiber ça veut dire bloquer, les micro-organismes potentiellement pathogènes ou à inactiver par exemple des virus indésirables sur des surfaces inertes. Donc on désinfecte par exemple une surface de travail. Ce que vous faites en laboratoire, quand vous arrivez en laboratoire de microbiologie, donc vous vous lavez les mains, mais vous nettoyez aussi la surface de travail. Donc ça, c'est une désinfection. Votre table de travail, on espère okay, qu'il y a le moins de micro-organismes possible dessus, mais vous ne l'avez pas stérilisé. Donc, vous avez désinfecté la surface. Diverses stratégies pour désinfecter une surface. Donc, il y a des désinfectants chimiques. Donc, nous, par exemple, en laboratoire, on va utiliser une solution de savon et d'alcool. Il y a des produits qui peuvent être utilisés, des lingettes, des tampons d'alcool, je ne sais pas moi, du lissol à la maison. Vous pouvez peut-être utiliser ça. Donc, on désinfecte des surfaces. Les rayons UV, l'eau bouillante, vapeur, okay? Sur des tissus vivants. Okay? Supposons que moi, présentement, j'ai un pansement. Okay? J'ai une petite coupure sur le doigt. J'ai mis un peu de polysporin sur la plaie, puis j'ai mis un pansement par-dessus. Et quand j'ai mis du polysporin, je n'ai pas désinfecté ma peau. J'ai aseptisé ma peau. Okay? Désinfectant, on va utiliser ce terme-là plus pour des substances, pas des substances, mais des endroits ou objets inertes. Mais quand on parle de tissu vivant, on va aseptiser. Donc, on aseptise une plaie ou un tissu vivant. Bon, rapidement, les germicides ou biocides sont des substances qui tuent les micro-organismes. Bactéricides, tout ce qui finit par icide, là, c'est jamais bon signe. Okay? Donc, bactéricides, on tue les bactéries. Versus bactériostatiques,
Si vous vous rappelez, dans le chapitre précédent sur les antibiotiques, on avait vu que la tétracycline était un antibiotique bactériostatique. Donc, dans ce cas-ci, on ne tue pas le micro-organisme, mais on va bien le contrôler et limiter son développement. Fongicides, ce sont les mycètes, levures, moisissures et virucides, donc on tue des virus. Ça ici, OK? On a 5 facteurs qui influencent votre traitement antimicrobien. Donc, en fonction du micro-organisme qui est présent, ou du type de micro-organisme, ou de diverses raisons ou facteurs, OK, ça peut avoir un effet sur l'efficacité de votre traitement. Okay? Est-ce que je peux utiliser le même produit nettoyant pour tel ou tel micro-organisme? Est-ce que je dois utiliser la même concentration du produit nettoyant face à tel ou tel micro-organisme? Donc, on regarde ces facteurs-là. Il y a 5 facteurs, ça sent la question d'examen. Okay? Donc, soyez vigilants, il faut les connaître et savoir comment les utiliser. Donc, premier facteur, à quel type de micro-organisme j'ai affaire? Puis l'exemple que je donne, est-ce que c'est une bactérie ou un virus? Exemple facile. Si vous êtes infecté, vous avez mal à la gorge, vous allez chez le médecin. Okay? Regarde votre gorge, il y a de l'inflammation, c'est rouge. C'est peut-être une bactérie, c'est peut-être un virus. Si c'est une bactérie et qu'il vous prescrit un antibiotique, ça va régler le problème. Mais si c'est viral et qu'on vous prescrit un antibiotique, bien, vous allez perdre votre temps et votre argent et une partie de votre microbiote parce que le virus ne sera pas affecté par l'antibiotique. Donc à ce moment-là, ça ne sert à rien, si vous avez une infection virale, de vous donner un antibiotique. Donc il faut savoir à qui on a affaire, okay, bactéries, virus, pour appliquer un traitement qui va être efficace. Donc virus, bactérie, ça pourrait être un helminth, un protozoaire, bref, il faut savoir à qui on s'attaque pour pouvoir l'attaquer correctement. Le nombre initial de micro-organismes. Okay? Mon crayon. Donc, nombre initial de micro-organismes. Si, par exemple, vous avez beaucoup de micro-organismes, il y a eu un déversement dans le laboratoire de microbiologie, on ne va peut-être pas juste prendre le petit vaporisateur de savon et d'alcool. Okay? Surtout si c'est un micro-organisme potentiellement dangereux, un staphylocoque, un streptocoque, on va prendre de l'eau de Javel. L'eau de Javel est plus puissante. Donc, s'il y a un plus grand nombre de micro-organismes, on veut s'assurer que la grande majorité de ces micro-organismes-là vont être détruits. Donc, plus il y a une charge microbienne importante, plus le traitement doit être, par exemple, puissant ou plus la durée doit être longue aussi. Donc, le nombre initial de micro-organismes a une incidence sur le traitement qu'on va utiliser. Les facteurs environnementaux, donc, est-ce qu'il y a présence de matière organique? Par exemple, est-ce que c'est ma peau sur laquelle je veux appliquer un traitement antimicrobien? Okay? Parce que la chaleur, ça tue les micro-organismes. Mais je ne suis pas sûr que je voudrais stériliser ma plaie avec une flamme ou un objet très, très chaud. On sait qu'on a peut-être déjà vu ça à la télévision. Okay? Quelqu'un qui cautérise la plaie là, avec, je ne sais pas moi, dans le temps médiéval, là, ils font brûler ou chauffer une épée, puis ils collent ça sur la peau pour désinfecter la plaie, puis dans le fond, ça cautérise, donc ça bloque le segment. Mais ça, justement, les traitements médiévaux, c'est peut-être pas la bonne stratégie à prendre. Donc, s'il y a de la matière organique, okay, ou je ne prendrais peut-être pas un produit chimique très, très corrosif, okay, pour ma peau. Okay, sur ma peau, je vais utiliser autre chose. Donc, présence de matière organique. Les biofilms, okay, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc, quand il y a présence de biofilms, souvent les produits nettoyants ou quoi que ce soit vont avoir de la difficulté à pénétrer cette couche visqueuse-là. Donc, ça peut demander des produits souvent chimiques plus puissants. Je vais donner un exemple là, en hygiène dentaire. En hygiène dentaire, vous connaissez la succion, là, le petit aspirateur à salive qu'on vous met dans la bouche. Donc, là-dedans, okay, il s'accumule quand même beaucoup de bactéries. Okay, ces bactéries-là peuvent faire des biofilms. Ce qu'on veut faire, donc, c'est nettoyer le tout. Donc, ça prend des produits puissants. Donc, ce qu'ils vont faire en fin de journée, puis une fois par semaine, ils vont prendre des produits un peu abrasifs, très concentrés, puis ils vont faire boire la succion. Donc, la succion va aspirer ce mélange-là, ces produits-là, et ça va déloger, briser les biofilms et déloger les bactéries qui se cachent. Donc, ça, c'est un exemple de un facteur qui influence le traitement. Peut-être que s'il n'y avait pas de biofilms qui se formaient dans leur succion, ils pourraient juste utiliser, je ne sais pas moi, une solution d'alcool ou quelque chose de moins puissant, mais puisqu'il y a des biofilms qui s'y forment, donc ils doivent faire boire à la succion des produits vraiment plus forts. Température, j'en glisse un mot, c'est que certains produits vont être moins efficaces dans les températures chaudes ou les températures froides. Par exemple, dans un endroit qui est très chaud, utiliser une solution d'alcool n'est peut-être pas une bonne solution.
de un, l'alcool va s'évaporer très rapidement, donc n'aura pas un effet sur les micro-organismes. Puis de deux, ben, c'est inflammable, donc il faut faire attention. L'autre, la durée d'exposition. Et là, il faut faire attention. Quand je parle de durée d'exposition, je ne parle pas de la durée, disons, pendant laquelle vous faites face aux micro-organismes, okay? Ou la durée depuis quand vous êtes malade. Ce n'est pas ça le point. La durée d'exposition, c'est combien de temps vous devez laisser le produit ou le traitement en présence du micro-organisme. Un exemple. Ou deux exemples. Quand vous prenez un antibiotique, okay? Donc la durée d'exposition, c'est la durée du traitement. Donc si on vous prescrit un antibiotique pour 10 jours, ben, il ne faut pas arrêter 2 jours plus tard quand vous vous sentez mieux. Okay? Il faut exposer les micro-organismes à ce produit-là pendant la durée du traitement. Pourquoi? Parce que lors des premières journées de votre traitement antibiotique, ce sont les bactéries les plus faibles qui vont être éliminées. Mais s'il y en a qui sont un petit peu plus résistantes, puis vous arrêtez le traitement, ben, elles vont reprendre de la force, puis ce sont elles qui vont se multiplier et qui vont être présentes en grande quantité dans votre corps. Donc, il faut prendre le traitement au complet. Peut-être qu'après 5-6 jours, il n'y en a plus de bactéries, mais on ne prend pas de chance, puis on continue le traitement, donc on va achever les plus résistants. Autre chose aussi, c'est rare qu'on le fait. Okay? Par exemple, quand vous nettoyez la salle de bain chez vous, la toilette, la douche, peu importe, peut-être que vous appliquez donc un produit en vaporisateur, okay, du Lysol pour ne pas le nommer, ou autre produit, là, du Fantastique. Peu importe. Okay? Normalement, okay, pour que le produit fasse bien son effet, il faudrait le laisser en place, le laisser agir pendant 15 à 20 minutes. Moi, le premier, okay, microbiologiste indigne que je suis, je ne fais pas ça. Okay? Je push, donc je vaporise, je ne sais pas moi, la toilette, la douche avec mon produit quelconque. Puis souvent, je passe une guenille dans les minutes ou secondes même qui vont suivre. Donc, j'ai plus enlevé mécaniquement les micro-organismes. Mais si je veux vraiment un effet antimicrobien, bien, je devrais laisser agir le produit un certain temps, revenir plus tard, puis essuyer par la suite. C'est le même principe en laboratoire. Quand vous nettoyez votre table de travail, vous la désinfectez, donc vous vaporisez avec la solution de savon et d'alcool, mais dans les faits, vous essuyez tout de suite après. Donc, le produit chimique n'a pas une durée d'exposition suffisamment longue pour tuer les micro-organismes. Donc, on les enlève plus mécaniquement avec le papier brun que vous utilisez. Papier brun ou papier essuie-tout blanc, là, peu importe ce qu'il y a en laboratoire. L'autre chose, ce sont les caractéristiques des micro-organismes. Là, je prends l'exemple, on a des bactéries. Okay? Donc, il ne faut pas mélanger, souvent à l'examen, là, les gens vont mélanger le 1 et le 5. Okay? Le 1, c'est vraiment quel type de micro-organisme est là. Bactéries, virus, vers, etc. Mais les caractéristiques, donc une fois par exemple que je sais que c'est une bactérie, là, est-ce que je peux me demander, est-ce que la bactérie fait un biofilm, oui ou non? Est-ce que c'est une bactérie gramme plus ou gramme moins? Est-ce que c'est une bactérie avec une capsule ou sans capsule? Parce que le traitement ne sera pas pareil. Si je pense à un virus, est-ce que c'est un virus, par exemple, enveloppé, comme la grippe, la COVID, ou un virus non enveloppé? OK, je m'excuse, j'écris mal. Donc, si c'est un virus qui est enveloppé, souvent un traitement à l'alcool, ces virus-là vont être moins résistants dans l'environnement, vont moins se propager par l'eau. Donc, l'élimination peut être plus facile dans l'environnement du moins. Tandis qu'un virus non enveloppé, comme le virus de la gastro, les rotavirus, réovirus, ces virus-là sont non enveloppés, résistent mieux dans l'environnement et ne seront pas ou très peu affectés par un traitement par l'alcool. Donc, si y a une épidémie de gastro dans le CHSLD où vous travaillez, ou à l'hôpital, ou même à votre maison, puis ce que vous faites, c'est juste vous mettre du Purell sur les mains, bien, sachez que le virus de la gastro, si la gastro est causée par un virus, va résister à ça. Okay? Donc, dans le cas d'une gastro, puis dans le fond, c'est vrai pour toutes les maladies, là, mais de se laver les mains juste avec du savon et de l'eau, ça va enlever physiquement le virus non enveloppé. Tandis qu'un virus enveloppé, il y a des épidémies de grippe. On peut prendre la COVID qui est un exemple aussi, COVID-19. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure solution, mais l'alcool peut avoir un effet sur ces virus-là parce que la membrane, la couche de phospholipides, dans le fond, qui forme l'enveloppe des virus, va être altérée par l'alcool. Donc, les caractéristiques du micro-organisme, est-ce que c'est un verre plat, un verre rond? Fait que vous voyez là, on parle d'un même groupe de micro-organismes, mais des caractéristiques à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, allons-y avec les méthodes physiques. J'en ai parlé de l'autoclave tantôt, donc la chaleur humide. Donc, je le disais, la pression atmosphérique est supérieure à ce que nous, on ressent présentement.
La température vapeur d'eau, okay, 121 degrés Celsius. Donc, on s'entend que c'est très chaud. Okay? Mais comme je l'ai dit, je fais cuire des trucs au four à la maison à des températures supérieures à ça. Mais dans mon four, je n'ai pas les autres critères qui permettent à l'autoclave d'être vraiment efficace. Et un autoclave, okay, c'est utile, c'est parfait, mais il faut vérifier de façon régulière si le traitement par la chaleur a été efficace. Donc, souvent, ce que l'on fait, on prend des petites viales qui contiennent des endospores bactériens. Okay? Puis on les met avec nos déchets ou avec nos produits qu'on doit stériliser. Puis quand le cycle de stérilisation est terminé, on sort le tout, on prend la petite viale et on place le tout sur une gélose. On incube, souvent en condition anaérobie, mais peu importe, aérobie ou anaérobie. Ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que le contenu de la petite viale a été détruit par l'autoclave. Si après 24-48 heures, il y a quelque chose qui pousse sur notre pétri, ça veut dire que l'autoclave ne fait pas bien son travail, donc il est peut-être défectueux. Okay? Donc, il faudra faire soit des réparations ou le changer, et aussi restériliser le matériel qui est là. Donc, on s'entend, par exemple, chez votre hygiéniste ou votre dentiste ou hygiéniste dentaire, vous espérez que l'autoclave est vérifié très souvent. Jadis, okay, chez les tatoueurs aussi avaient des petits autoclaves pour stériliser une partie de leur matériel, parce que vous ne voulez pas aller chez un tatoueur qui ne stérilise pas son matériel et qui pourrait vous transmettre une hépatite ou quelque chose par le sang. Là, je fais une parenthèse. De plus en plus, les tatoueurs utilisent on va dire des instruments, les aiguilles ou quoi que ce soit à usage unique. Donc, souvent, le tout est jeté. Donc, il n'y a pas deux personnes là, qui sont tatouées avec le même équipement. Quand même. OK? Ils font attention. Pasteurisation rapidement. Traitement à la chaleur aussi. Dans ce cas-là, on ne stérilise pas. Okay? Mais on essaie d'éliminer le plus de micro-organismes possible. Donc, comment on fonctionne? Je vais vous montrer l'image suivante. Là. Pasteurisation, dans le fond, c'est on monte la température rapidement, puis on la redescend rapidement aussi. Donc, le lait, par exemple, est pasteurisé, mais il passe seulement 15 secondes à cette température-là, d'environ 72 degrés. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on veut garder ce qu'on appelle les qualités nutritives et organoleptiques. Donc, nutritives, on s'entend, on ne veut pas que les vitamines, je sais pas, protéines, glucides ou lipides soient détruits ou altérés par la chaleur. Puis organoleptique, ça, c'est plus les qualités gustatives, donc le goût, l'odorat, la texture. Est-ce que vous voudriez boire du lait qui a des motons dedans? Je ne suis pas sûr que ça serait le même plaisir. Okay? Donc, on veut garder ça. Fait que si on ne chauffe pas trop longtemps, on peut avoir un minimum de désinfection dans le produit. Donc, la plupart des micro-organismes sont éliminés. Puis, dans le fond, on va pouvoir le conserver plus longtemps. Puis, on va pouvoir le consommer sans être trop inquiet. Mais ça arrive parfois que vous avez un sac de lait, vous l'ouvrez, puis déjà à l'intérieur, vous pouvez voir des petites particules, disons, qui se collent à la surface du sac. Il y a peut-être des motons qui flottent. Des fois, c'est engoûtant, vous ne vous en rendez pas compte. Okay, votre verre de lait est épouvantable ou votre bol de céréales est moins savoureux que d'habitude. Bref, ce n'est pas toujours parfait, mais c'est une bonne façon d'éliminer la plupart des micro-organismes. Le traitement UHT, ça, c'est un traitement, je reviens sur l'image ici, on chauffe 2 fois plus. Donc, c'est une température 2 fois plus élevée que la pasteurisation, mais le temps est beaucoup plus court. Ce traitement-là, okay, lui, va permettre d'éliminer pas mal tous les micro-organismes. Et, là, on le voit là, par exemple sur ces contenants de crème-là, c'est écrit sur le contenant. Et cette crème-là, si vous la cherchez à l'épicerie, elle n'est pas dans les sections réfrigérées. Souvent, c'est sur les tablettes. C'est conservé à température pièce parce que la désinfection, stérilisation du lait par le traitement UHT nous permet de ça. Un exemple, c'est le lait Grand Prix. Si vous allez à l'épicerie, vous allez le voir sur les rayons. Même principe, par exemple, quand vous allez dans un petit resto, puis il y a des petites capsules de lait ou de crème sur la table que vous pouvez mettre dans votre café. Des fois, vous dites, crème, ça fait combien de temps que la crème puis le café traînent sur la table? Ben, c'est parce que si c'est une petite capsule qui a été traitée avec un traitement UHT, donc ultra haute température, il n'y a pas de danger, vous pouvez consommer le lait, ça se conserve à température pièce. Mais une fois, par exemple, si je prends cette crème-là, OK, puis, je sais pas, moi, je l'ouvre, j'en prends juste la moitié du contenant, mais là, par la suite, je dois déposer le reste dans le réfrigérateur. Parce que là, vu que je l'ai ouvert, il y a peut-être des micro-organismes qui sont tombés dedans pendant le temps que je le manipulais. Puis là, ben, si je le laisse aller,
peut-être que ma crème va tourner, il va y avoir des bactéries ou des moisissures qui vont se payer un buffet là-dedans. Autre truc, d'autres méthodes physiques, il y a la filtration. Okay? Pour la filtration, il y a plusieurs moyens ou outils qu'on peut utiliser pour filtrer. Un exemple, c'est le Drinkable Book. Okay? Littéralement, c'est un livre, mais on en arrache les pages, okay? Et on s'en sert pour filtrer de l'eau. On utilise, là, on voit quelqu'un en laboratoire, mais c'est un livre qui peut être envoyé dans des régions où l'eau potable est moins accessible. Okay? Donc, on leur donne des livres comme ça, ils arrachent une page et en faisant passer l'eau par ce filtre-là, ça va enlever les micro-organismes. Donc, on va pouvoir avoir une eau qui est potable. D'autres moyens de filtration, je pourrais mettre une image au montage. Mais par exemple, mon frère qui fait beaucoup de courses en sentier, des ultramarathons, a une paille okay, qu'il peut utiliser et aller boire directement, par exemple, dans un ruisseau. Donc, cette paille-là va filtrer les micro-organismes présents dans l'eau, puis on sait qu'il y en a. Okay? Il pourrait y avoir de la jardiase, des protozoaires, des virus, des bactéries. Fait que sa paille lui permet en toute sécurité de boire de l'eau. Okay? Donc, il y a moins besoin d'en traîner sur un sac, ou des fois, son sac va être vide. Donc, il va utiliser sa paille, parce que quand tu cours 160 km, des fois, tu as soif plus souvent qu'à toutes les 20 ou 30 km où il y a des stations d'eau. Donc, filtration, c'est une méthode physique. Basse température, bien là, frigo, congélateur. Dans ce cas-là, on ne tue pas le micro-organisme. Le micro-organisme va être en dormance ou il va être beaucoup plus lent à se développer. Okay? Puis vous le savez, là, moi j'ai déjà mis un restant de souper au frigo, tu l'oublies dans un Tupperware au fond d'une des étagères, tu le retrouves quelques mois plus tard, tu l'ouvres, puis il est rendu poilu, il a changé de couleur ton lunch. Fait que c'est pas à 100% à la basse température. Okay? Surtout au frigo à 4 degrés Celsius. Il y a des bactéries, puis d'ailleurs c'est ça l'exception. Là. Donc, il y a des bactéries ou les mycètes qui sont psychrophiles, okay? Donc qui vont tolérer, peut-être même préférer les températures fraîches pour se développer. Okay? Comme la listeria, par exemple, on peut l'écrire. Là. Donc, listeria, c'est une bactérie là, qui se développe sur les viandes froides, sur du fromage, et elle se multiplie même au frigo. Donc, si vous conservez vos aliments comme fromage, viande froide très longtemps, bien, la bactérie se multiplie quand même. Donc, le fromage que tu manges aujourd'hui, si tu en remanges seulement dans 2 semaines, bien, il y a peut-être plus de bactéries dessus. Okay? Fait que ça se pourrait que tu aies un petit problème, mais peut-être pas non plus. Okay? Ça dépend des personnes, puis de votre sensibilité jusqu'à un certain point, parce que l'hystéria va s'en prendre beaucoup là, aux personnes qui sont plus vulnérables, comme les personnes âgées, par exemple. Voilà. Ensuite, dessiccation, lyophilisation, juste vous montrer. Okay? Certains antibiotiques ou médicaments qu'on reçoit à l'hôpital, en pharmacie, ils sont lyophilisés. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont été, on a fait de la dessiccation, donc on a retiré l'eau à froid. Okay? Donc, ce que vous recevez, c'est une poudre déshydratée. Okay? Et ça permet de conserver la substance plus longtemps. Dessiccation, on peut l'utiliser aussi pour assécher, par exemple, des fruits, des légumes, de la viande. Okay? Donc, en asséchant ces aliments-là, ça nous permet de les conserver plus longtemps. Mais au niveau hospitalier, c'est vraiment plus dans ce cas-là okay, qu'on va les utiliser donc pour le transport, par exemple, d'antibiotiques. Pression osmotique. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser une très grande concentration ou bien de sel ou bien de sucre. Et je peux faire un petit dessin pour l'illustrer. Donc, pour la pression osmotique, il y a 3 réalités. Là. On peut avoir un environnement qui va être hypotonique, un autre qui va être isotonique, puis l'autre va être hypertonique. Pour l'illustrer, je vais faire 3 verres. On va dire que c'est 3 verres qui contiennent de l'eau. Mais de l'eau qui a des concentrations en sel croissantes. Je mets là-dedans des globules rouges. Dans la solution hypotonique, okay, quand je vais faire des petits plus comme ça, là, on va dire que c'est un ion sodium. Okay? Donc, ça pourrait être du sel, mais le sucre pourrait faire la même chose. Donc, hypotonique, par exemple, c'est de l'eau distillée. Okay? Donc, ici, j'ai mis de l'eau distillée.
Donc, il n'y a pas d'ions dans la solution, il y a juste des ions dans les globules rouges. Qu'est-ce que l'eau va faire? Okay? L'eau va vouloir entrer dans la cellule. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver à la cellule? Elle va exploser, elle va éclater. Donc, hypotonique, il ne faut pas donner un soluté avec de l'eau distillée à quelqu'un comme ça serait dangereux. Même principe, okay? Si vous venez de courir un marathon, si vous faites de l'exercice, si vous travaillez dans des grosses chaleurs, ce n'est pas le temps de boire de l'eau distillée. Okay? Il faut boire de l'eau ou un breuvage qui contient des électrolytes. Okay? Parce qu'il faut rebalancer notre quantité d'électrolytes en fonction de l'eau que l'on boit ou de l'eau qu'on a perdue. Okay? Puis aussi, quand vous suez, vous perdez, oui, de l'eau, mais vous perdez aussi des électrolytes. Donc, si vous buvez de l'eau distillée, à ce moment-là, ben, vous allez créer un déséquilibre. Okay? Quelqu'un, par exemple, qui court un marathon et qui boit de l'eau distillée pourrait mourir. Okay? C'est quand même assez important. Il faut boire quelque chose qui contient des minéraux. Dans une solution isotonique, bien, il y a autant d'ions à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Donc, qu'est-ce que l'eau va faire? Il y a de l'eau qui rentre, il y a de l'eau qui sort, mais ici, il y a un équilibre. D'accord? Donc, vos cellules sont correctes. Souvent, quand vous donnez un soluté à un patient, ce sont des solutions isotoniques. Okay? Donc, ça ne va pas altérer leurs globules rouges, mais en même temps, ça va leur administrer des éléments nutritifs, des minéraux, des choses comme ça. Hypertonique, bien là, vous l'avez peut-être déduit, mais là, c'est un environnement qui est très, très, très concentré. Okay? Par rapport à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? L'eau, okay, va sortir, parce que l'eau va vouloir aller là où il y a le plus d'ions. Donc, qu'est-ce qui va arriver à notre cellule? Elle va se ratatiner, elle va perdre son eau. Donc, au niveau de la conservation, par exemple, des aliments, les solutions hypertoniques, okay, sont super importantes. Avant d'avoir des réfrigérateurs, qu'est-ce qu'on faisait pour préserver la bouffe? On la salait ou on la sucrait. Okay, d'ailleurs, sirop d'érable, du miel, quoi d'autre? Okay, la confiture qui est très sucrée, ça va avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Okay, parce que les micro-organismes vont subir la pression osmotique et vont se déshydrater là-dessus. Même principe pour la nourriture qui est très salée. Les micro-organismes ont plus de difficultés. Il y a des micro-organismes qui vont la tolérer. Et certaines moisissures, certaines bactéries sont plus résistantes, mais la très grande majorité de ces micro-organismes-là vont être inhibés par la présence d'une concentration importante de sel. Donc voilà pour la pression osmotique. Là, vous voyez un petit peu ce qui arrive là, à des cellules. Encore une fois, c'est des globules rouges. Pardon. Ici. Puis ici, là, c'est moins important, mais c'est ce qui se produit dans les cellules végétales. Fait que ça, vous pouvez l'oublier. Puis, il y a des micro-organismes, regardez bien ça, qui résistent au milieu hypotonique, comme les paramécies, parce que l'eau qui rentre dans le micro-organisme va s'accumuler dans une vacuole, puis la vacuole va se contracter, puis ça va expulser l'eau. Donc, même si elle est dans un milieu hypotonique, la paramécie va survivre. Tandis que nous, nos globules rouges, ben, ils finiraient par éclater parce que nous, on n'a pas un mécanisme qui nous permet d'expulser l'eau. Voilà. Autre méthode physique, les ultrasons. Okay? Donc, c'est des petites ondes, okay? des espèces de vibrations qui se créent puis qui se déplacent dans un liquide et ça détruit okay, les bactéries. Cette stratégie-là est utilisée, entre autres, en hygiène dentaire, encore une fois, pour nettoyer, aseptiser ou, je devrais dire, désinfecter, par exemple, les prothèses dentaires des patients ou certains instruments aussi. Donc, on place les instruments là-dedans et les bactéries, normalement, vont être éliminées. Certaines bactéries, par contre, vont être plus résistantes. Donc, par exemple, la bactérie de la tuberculose va être résistante à un traitement comme celui-là. Donc, si vous avez un patient qui a la tuberculose, bien, traiter ou nettoyer, par exemple, la prothèse dentaire avec les ultrasons, ça ne sera peut-être pas suffisant. Ah oui, puis les ultrasons, on reste dans le domaine hygiène dentaire, là. Vous regarderez si vous allez, je ne sais pas moi, au Walmart ou peu importe, là où on vend des brosses à dents électriques. Donc, il y a des brosses à dents électriques normales, mais il y a des brosses à dents aussi qui sont dotées d'un équipement qui produit des ultrasons. Donc, ces ultrasons-là sont supposés justement déloger plus efficacement les bactéries de la surface de vos dents. Donc, c'est
un outil supplémentaire qu'on peut utiliser là, pour notre hygiène buccale. Les rayonnements, okay? Vous connaissez les rayons X, souvent en tant qu'infirmière, donc pour prendre des radiographies, mais certains rayonnements, comme les rayons gamma, okay, peuvent être utilisés pour stériliser du matériel qui serait, par exemple, sensible à la chaleur. Encore une fois, vous avez du matériel en plastique, donc stérilisation du matériel pharmaceutique, dentaire, médical jetable, les accessoires pour la suture. Okay? Donc, ces rayons-là vont être utilisés pour stériliser le matériel parce que ce matériel-là ne peut pas être stérilisé à la chaleur. Puis, il y a aussi, okay, ça des fois c'est un peu controversé, là, la stérilisation de certains aliments. Par exemple, le bœuf haché. Okay? Le bœuf haché, c'est souvent une source de problèmes. Il peut y avoir des bactéries de type E. coli là-dedans, des bactéries E. coli pathogènes. Donc, pour limiter les cas d'infection, le nombre de personnes malades, on peut irradier la viande. Mais là, il y en a qui s'inquiètent et disent « Oh my God, notre viande est irradiée, on va être des mutants, la bouffe va être radioactive. » Non, c'est pas ça. Okay? On va irradier. Ce que ça va faire, c'est que ça va altérer l'ADN des bactéries. Donc, les bactéries vont mourir. La viande elle-même, peut-être que son ADN va être altéré, mais de toute façon, son ADN, vous allez le bouffer, vous allez le digérer. Okay? Fait que ça ne change rien. Okay? Vous ne serez pas radioactif, vous ne deviendrez pas des mutants. Okay? Ayez confiance. Donc, ça, ce sont des rayons ionisants qui sont très puissants. On s'entend là-dessus, rayons X et rayons gamma. Mais un autre type de rayon, moins puissant, mais quand même assez efficace, ce sont les rayons UV. Quand je dis non ionisant, c'est que, par exemple, okay, je sais pas, moi, je vais prendre mon téléphone, par exemple, puis j'ai une lampe UV au-dessus. Ce que ça va stériliser, c'est la surface okay, sur laquelle les rayons, on va dire, se déposent. C'est pas ça la bonne expression, mais sur laquelle les rayons frappent. Mais le dessous de mon téléphone, lui, ne serait pas stérilisé par des rayons UV. Il faudrait que je le tourne de côté puis que je l'expose aux rayons UV. Mais des rayons ionisants, comme les rayons gamma, ça va passer à travers. Okay? Donc, rayons gamma, c'est pour ça qu'ils sont utilisés pour le matériel médical. Imaginez que vous avez une petite tubulure, là, okay? Un petit cathéter, une petite sonde. Donc, tu sais, le trou est très, très petit. Okay? Donc, les rayons UV ne pourraient pas stériliser l'intérieur du tube. Tandis que les rayons gamma, eux, vu qu'ils passent à travers l'objet, ils vont pouvoir le stériliser partout. Maintenant, les principes pour la désinfection chimique ou les méthodes chimiques. Okay? Les choses importantes, okay? La concentration du produit. De l'eau de Javel à 0,5% versus de l'eau de Javel à 10%, pas pareil. L'alcool, on va voir, vous allez trouver ça paradoxal, là, mais l'alcool dilué à 70%, c'est déjà quand même très fort, là, okay? 70% est plus efficace contre les bactéries que l'alcool 100%. Okay? Je vais expliquer pourquoi tantôt. Nature de l'objet désinfecté. Okay? Vous ne voulez pas utiliser une substance, par exemple, qui va faire fondre l'objet que vous voulez stériliser. Okay? Si le produit que vous utilisez réagit avec certains types de plastique puis les détruit, ce n'est pas cool. Est-ce que vous voulez aseptiser la peau? Encore une fois, je ne prendrai pas peut-être les mêmes produits. Okay? Le pH du milieu, le pH pourrait bloquer, inhiber l'acquisition okay, du produit. Et encore une fois, je reviens dessus, la durée d'exposition. Okay? Faut laisser les produits agir. Okay? Ce que vous voyez à droite, c'est un antibiogramme. Okay? Donc, vous voyez 4 substances qui ont été utilisées là, pour voir si les bactéries y étaient sensibles. Donc, par exemple, le chlore va tuer Staph aureus, E. coli va être tué aussi, mais Pseudomonas aeruginosa va l'être moins. Puis comment je le sais, là? Vous avez la pastille sur laquelle on retrouve le produit. Et les bactéries, quand vous voyez une zone comme ça, c'est la zone d'inhibition. Donc, plus cette zone-là est grande, plus la bactérie, le micro-organisme est sensible à cette substance-là. Okay? Si on regarde, par exemple, l'hexachlorophène, okay, E. coli, elle s'en fout. Puis, voyons, le crayon ne marche pas. Okay. Hexachlorophène n'est pas efficace contre E. coli ni contre Pseudomonas. Ce qu'on pourrait se demander, okay, ça, c'est une bactérie gramme-, bactérie gramme-, puis ici, bactérie gramme-plus. Donc, est-ce que cette substance-là est surtout efficace contre les bactéries gramme-plus? Bien, ça me semble être une bonne hypothèse. Okay? Si on regarde l'ammonium quaternaire, efficace contre Staph aureus, un petit peu contre E. coli, puis pas pantoute contre P. aeruginosa. Okay? Souvent, cette bactérie-là, là,
elle peut devenir très résistante au traitement. Donc, on va aller voir différents types de traitements. Le premier, puis encore une fois, je ne fais pas de pub pour personne, okay? Mais le lysol, c'est un dérivé phénolé. Le phénol comme tel, okay, c'est une substance qui est la plus efficace contre les micro-organismes. Le seul problème, c'est que contre les humains, elle est efficace aussi parce que ça peut être mortel. C'est une substance qui est très, très, très puissante. Souvent, on va comparer l'efficacité des différents produits nettoyants, désinfectants et tout avec le phénol. Si tu te rapproches de l'efficacité du phénol, tu es un bon produit. Là, on a le lysol, qui est un dérivé phénolé. Okay? Fait que, tu sais, le lysol, il ne faut pas en boire, on s'entend là-dessus, mais ce n'est pas aussi puissant que du phénol pur quand même. Donc, lysol, on peut l'utiliser pour nettoyer votre salle de bain, la cuisine, les planchers ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, dans la cuisine, pour vrai, là, je ne le mettrais pas sur, ou je ne l'utiliserais pas sur une surface sur laquelle on pourrait mettre directement de la nourriture. Okay? Fait que vous pouvez, par exemple, nettoyer votre comptoir, mais si vous coupez vos légumes, mais mettez une planche par-dessus. Évitez de mettre de la nourriture directement sur le comptoir si vous avez nettoyé avec du lysol. Si vous nettoyez avec du lysol, puis vous voulez mettre de la bouffe directement sur le comptoir, je ne sais pas moi, vous voulez rouler une pâte à tarte ou peu importe, passez, donc désinfectez, oui, avec votre lysol, mais après, passez un linge humide pour enlever les résidus du produit nettoyant lui-même. Donc, le lysol devrait avoir fait son effet, tuer les micro-organismes. Vous nettoyez le tout par la suite avec de l'eau pour enlever les résidus du produit nettoyant. Mais là où je veux en venir, publicité de lysol, souvent ils vont dire ça tue 99% des germes. D'ailleurs, quand ils utilisent le terme germe, moi je ne suis pas un fan. C'est un terme très général. Mais est-ce que lysol a le droit de dire ça? La réponse, c'est oui. Mais, tue 99% des germes, les germes qu'ils ont testés en laboratoire. Okay? En laboratoire, ils ont testé le produit sur des micro-organismes qu'ils connaissaient. Okay? Donc, ils savaient par exemple qu'ils le testaient sur la salmonelle, sur E. coli, sur tel virus, sur tel micro-organisme, peu importe. Donc, ils font des tests comme ça. Mais eux tiennent compte aussi de la quantité de micro-organismes qui est présente et de la concentration de leurs produits et la durée d'exposition. Donc, eux vont laisser le produit agir un certain temps et après, ils peuvent confirmer qu'il tue 99% des germes. Mais vous, à la maison, si vous faites juste vaporiser et que vous essuyez très rapidement, je ne suis pas sûr que vous allez atteindre le même niveau de stérilité, okay? Ou de désinfection. Donc, il faut vraiment laisser agir le produit. Par exemple, je sais qu'on va utiliser des produits un petit peu plus forts. Par exemple, si on prépare un poulet cru, donc après, on va nettoyer l'environnement avec un produit, justement, peut-être du lysol ou un produit nettoyant peut-être un petit peu plus fort. Des fois, juste de l'eau du vinaigre aussi, ça peut faire la job. Mais on va laisser agir un petit peu plus. Tandis que si je fais juste couper des carottes, ben là, je ne vais pas désinfecter avec un produit nécessairement très, très fort. Mes carottes ne sont pas trop dangereuses. Chlorhexidine, l'autre produit, okay, on en utilise en laboratoire. Ce que vous utilisez pour vous laver les mains, okay, les petites bouteilles, c'est de l'ibitane. Donc, c'est un savon antimicrobien qu'on va utiliser à l'hôpital. D'ailleurs aussi, les Ibiscrub, c'est des petites brossettes okay, qui vont être utilisées surtout en chirurgie, par exemple, pour nettoyer les mains correctement des personnes qui vont être impliquées dans l'intervention chirurgicale. Donc ça permet vraiment, jusqu'à un certain point, presque d'atteindre la stérilité au niveau des doigts. Là. Donc c'est vraiment très, très, très efficace. On va le tester en laboratoire d'ailleurs. Les halogènes de l'iode. Okay, l'iode peut être un agent antimicrobien. Peut être utilisé par exemple sur la peau okay, avant d'aller faire justement une incision, une opération. Par contre, il ne faut pas être allergique. Fait que ça, c'est un critère important. Le chlore, vous le savez, okay, par exemple, juste dans les piscines, va avoir un effet antimicrobien. Puis même ceux qui vont me dire qu'ils ont une piscine au sel, là, okay, le sel, dans le fond, la cellule au sel, elle va briser le NaCl et libérer du chlore. Donc, techniquement, il y a du chlore dans votre piscine. Okay, c'est juste que vous n'avez pas rajouté du chlore comme tel dans la piscine, mais c'est la cellule au sel qui fait la job. Autre affaire au chlore, okay, ça c'est quelque chose que j'utilise quand je fais du plein air. C'est en fait deux solutions, deux petites bouteilles qu'on appelle du Pristine. Tu mélanges 5 gouttes de la solution A avec 5 gouttes de la solution B. Ça a l'air très scientifique comme ça, mais c'est des substances à base de chlore. Puis, ton total, les 10 gouttes, tu verses ça dans 1 litre d'eau.
puis tu laisses agir 20 à 30 minutes. Pourquoi on prend ça? Ben, c'est quand tu fais du plein air, si tu pars en expédition sur plusieurs jours, tu vas prendre de l'eau dans des ruisseaux. Nous, on prenait de la neige ou de la glace de glacier ou des bancs de neige en haute montagne qu'on faisait fondre. En la faisant fondre, si tu la fais bouillir, c'est déjà une chose, mais si tu la récupères, ton eau, à partir d'un petit ruisseau ou quoi que ce soit, ben, tu rajoutes cette solution-là, puis ça tue tous les micro-organismes. Donc, le chlore, c'est efficace. Puis le fluor, un autre halogène, ça vous vous rappelez peut-être de vos visites chez le dentiste. Moi, je trouve ça triste et un petit peu injuste que les adultes, on n'ait plus le droit d'avoir du fluor à la gomme ballon. Moi, j'aimais bien ça. OK? Là, c'est juste mes enfants qui y ont droit. Injustice. Autre type de désinfectant, l'alcool. Okay, il y a plusieurs variétés d'alcool. Comme je l'ai mentionné tantôt, l'alcool 70% est plus efficace que l'alcool 100%. Pourquoi? Parce que le 30% d'eau qu'on y ajoute va être efficace ou va aider à la dénaturation des protéines des micro-organismes. Donc, le mélange des deux, alcool et eau, est efficace. Donc, 70%, c'est mieux que du 100%. Sur la peau comme telle, si vous n'avez rien d'autre, vous avez une coupure, blessure, vous pouvez utiliser l'alcool comme antiseptique, mais il faut savoir que ça provoque la coagulation en surface, donc il y a des bactéries qui pourraient survivre sous la gale qui va se former. Donc, s'il n'y a rien d'autre, c'est bien, mais dans un monde idéal, utilisez autre chose. Le Purell, c'est une solution d'alcool à 62%, donc c'est une substance qui va être efficace pour éliminer les bactéries, surtout passagères, de la flore transitoire, vont vous permettre aussi d'éliminer les virus enveloppés, virus de la grippe, certains virus du rhume, COVID-19 jusqu'à un certain point aussi, donc ça va être efficace. Mais à utiliser si vous n'avez pas accès à de l'eau pour vous laver les mains. Souvent, donc, par exemple, partout où on va maintenant, là, vous allez à l'épicerie, à la pharmacie, au centre de rénovation, dans un magasin quelconque, vous nettoyez les mains avec une solution qui devrait contenir de l'alcool. On s'entend que d'un magasin à l'autre, des fois, c'est quasiment de l'eau. On dirait qu'il coule de là. Puis c'est correct. S'il y a de l'alcool dedans, c'est bien parfait. D'autres, c'est du gel. Donc, ça dépend des variétés qu'on utilise. Puis quand vous utilisez, par exemple, un petit tampon d'alcool, moi, quand je sais pas, moi, je vais donner du sang, puis on nettoie le creux de mon coude avec un tampon d'alcool. Ça enlève des micro-organismes, oui, mais c'est pas parfait. C'est surtout pour enlever là, les poussières, l'huile, etc. sur la peau. Mais ça ne va pas mener à une aseptisation de la peau là, parfaite. Mais bon, ça donne une chance. L'eau de javel ou l'hypochlorite de sodium, à la maison, vous devriez avoir des substances si vous en avez, c'est du 3-4%. Industriel, au cégep, on a du 10%. Donc, pour les gros dégâts, il faut faire attention, de toute évidence, c'est quelque chose qui est corrosif. Dans certains cas, puis là, je vous conte une anecdote. Là. Quand j'étais dans mon jeune temps, on va le dire comme ça, je travaillais sur, on appelle ça des fermes à sapins. Vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Vos sapins que vous achetez pour Noël, là, ben, il y a des jeunes comme moi qui les taillent pour qu'ils soient beaux, qu'ils aient une belle forme de cône, qui mettent de l'engrais là-dessus, puis qui les entretiennent, puis qui les coupent à l'automne. À un moment donné, moi, quand on taille les sapins pour qu'ils soient beaux, on prend, c'est des machettes là, je pense que c'est comme 15 pouces, là, c'est des très gros couteaux. Là. Puis bon, ben, à un moment donné, je me suis coupé le bout d'un doigt parce que j'ai pris la branche d'un sapin, je l'ai mis comme ça, je l'ai penché d'un côté pour donner un coup. Puis c'est niaiseux, mais je devais avoir le petit doigt comme ça, puis je me suis vraiment botté le doigt. Puis ce qu'on a fait, quand je suis revenu à la maison, j'avais la chance d'avoir une tante infirmière, fait que je suis pas allé à l'hôpital comme tel, mais on a laissé tremper mon doigt dans une solution avec de l'eau de javel diluée, à une concentration très faible, mais c'était quand même suffisant pour nettoyer la plaie. Après ça, on a pansé le tout. J'étais à jour pour mon tétanos, fait que j'étais en business. Mais quand même, ça avait été stressant, puis pas trop le fun, on s'entend là-dessus. Eau de javel, juste vous montrer, dans les pays où Ebola sévit, on va utiliser justement l'eau de javel, puis regardez, là, elle est diluée jusqu'à 0,5%. Donc, on va l'utiliser pour nettoyer les surfaces, l'environnement et tout. Donc, ça, c'est des protocoles standardisés qui sont utilisés en Afrique présentement là, pour s'occuper des patients atteints d'Ebola, qui est une fièvre hémorragique virale.
puis l'environnement aussi, là, les planchers, les portes, tout ce qui est en contact avec les liquides biologiques. Puis l'eau de Javel, c'est quand même un produit là, qui est utilisé depuis longtemps là, pour nettoyer, désinfecter. Peroxyde et ozone. Ben, le peroxyde, vous avez peut-être déjà vu ça. Moi, quand je m'éraflais un genou, quand je jouais, quand j'étais petit, je revenais à la maison, puis ma mère nous mettait du peroxyde là-dessus. Puis là, si vous l'avez déjà vécu, okay, sur une plaie, souvent, ça faisait de la broue. Okay, donc, on met du peroxyde sur une plaie, ça fait de la broue. Fait que là, on a l'impression que ça agit, que ça tue les bactéries. Techniquement, quand ça fait de la broue, ce qu'il faut comprendre, c'est que ou bien vos cellules immunitaires ou certaines bactéries possèdent une enzyme qui s'appelle la catalase. Okay? Cette enzyme-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle brise le H2O2, elle le transforme en eau, et ça c'est un eau d'oxygène, en oxygène. Donc la broue, dans le fond, c'est le peroxyde qui se fait détruire. Fait que c'est pas nécessairement bon signe qu'il y ait de la broue, mais en même temps, peroxyde, c'est une substance qui va avoir un effet marqué sur les micro-organismes. Donc la plupart des micro-organismes vont être affectés. Cependant, encore une fois, sur les plaies, okay, ça ralentit la cicatrisation. Donc, on peut l'utiliser okay, pour nettoyer la plaie et tout, mais s'assurer de mettre un pansement par la suite pour éviter que des micro-organismes se déposent dans la plaie parce que ça va prendre plus de temps à se refermer et à guérir. Okay? Mais comme tel, c'est un produit qui a une efficacité certaine contre les micro-organismes. L'ozone aussi a une efficacité, puis l'ozone, dans ce cas-là, on va l'utiliser pas nécessairement à l'hôpital, mais plus dans les usines de purification d'eau de certaines villes pour traiter justement l'eau qui arrive par exemple de la rivière ou d'une source quelconque. À Gatineau, je pense que c'est chloré notre eau, je ne pense pas que c'est ozoné. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose pour ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux. Là. Okay. Cette marque-là, okay, l'Oxivir, c'est du peroxyde d'hydrogène accéléré. Okay? C'est une substance relativement nouvelle. Okay? Fait peut-être, je sais pas moi, 5 ans, peut-être un petit peu plus, mais peu importe, que ça existe. Puis, ça a démontré une efficacité accrue contre les micro-organismes dans l'environnement, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Okay? Je sais qu'on l'utilise aussi, je prends souvent des exemples en hygiène dentaire parce que j'enseigne à ces étudiantes-là aussi. C'est des lingettes imbibées de peroxyde d'hydrogène accéléré que les personnes vont utiliser pour nettoyer l'environnement une fois qu'un client est parti. Okay? Parce qu'ils doivent nettoyer la chaise, tous les instruments autour, les poignées de tiroirs, etc. Tout les nettoyer. Puis en fait, ils utilisent 2 lingettes. Une première pour enlever le plus gros et la deuxième vraiment pour s'assurer une plus grande asepsie. Okay? Mais ce sont des produits très, très, très efficaces. Okay? J'ai même mis un lien là, vers les protocoles qui sont utilisés ou envoyés du moins pour les garderies ou les centres de la petite enfance. Donc, je sais qu'il y a certaines étudiantes dans le groupe qui travaillent là-dedans, fait que peut-être que ça vous rappelle quelque chose, mais ce sont des protocoles qui sont envoyés dans les centres pour utiliser correctement ces produits-là et s'assurer là, que l'environnement des enfants est moins pire. Okay? Parce qu'on s'entend que, je ne sais pas moi, au CPE Libel, là, je pense qu'il y avait peut-être une 60aine d'enfants. Fait que c'est pas long, une fois que tu as fait le ménage, que tu as tout nettoyé, dès que les enfants rentrent, okay, ça va toucher à tout, ça va éternuer, ça va aller aux toilettes, ça ne se lavera pas les mains, ça va mettre des matières fécales partout. Okay? C'est pas... c'est jamais pur ou propre à 100% une garderie, puis c'est correct aussi. Il ne faut pas virer fou avec ça. D'autres types de désinfectants, les métaux lourds et leurs sels. Okay? Le nitrate d'argent, entre autres utilisé dans des pansements. Okay? Les ions d'argent vont être libérés dans la plaie, puis ça va tuer les bactéries. Donc, il y a vraiment une efficacité démontrée pour le nitrate d'argent. Là, j'ai mis une photo avec des petits pansements, mais aussi, par exemple, pour les grands brûlés, on va avoir des pansements plus gros. Par exemple, la personne serait brûlée sur toute la surface de son bras. Donc, on va mettre des pansements comme ceux-là qui favorisent la guérison parce que ça va tuer les micro-organismes et ça protège la plaie. Donc, on laisse la chance et le temps à la peau de ou bien de cicatriser, ou on peut faire aussi des greffes de peau puis protéger ces greffes de peau-là avec ces pansements-là. Bref. Puis autre chose avec le nitrate d'argent, si vous avez travaillé dans l'unité des naissances, okay, les nouveau-nés, souvent on leur met une petite crème au niveau des yeux pour éviter l'ophtalmie gonococcique. Donc si les enfants, surtout nés de façon naturelle,
sont contaminés par les bactéries vaginales au niveau au niveau du vagin de la mère. Je déparle ce matin. Donc, pour les protéger et leur donner une chance, donc on leur met cette petite crème-là au niveau des yeux. Mercure, OK? On s'entend que le mercure, c'est une substance qui est toxique. OK? Vous ne devriez pas ou ne voulez pas avoir ça dans votre corps. Quand j'étais petit, encore une fois, c'était ou bien du peroxyde ou du mercurochrome que mes parents mettaient sur mes blessures. Puis mercurochrome, donc, c'est un vieil antiseptique utilisé sur la peau. Okay? C'était un petit bâtonnet rouge. Maintenant, okay, les pharmaciens, les compagnies nous jouent un tour. Donc, pour les nostalgiques, on a gardé le nom mercurochrome, mais ce n'est plus une solution à base de mercure qu'il y a dedans, c'est de la chlorhexidine. Fait que ça, encore une fois, c'est pour l'aspect psychologique des gens. Donc, on a gardé le nom. On a gardé même la petite couleur rouge, okay? Parce que si on avait changé la couleur, probablement que les gens ne croiraient plus au produit. Okay? Mais, dans le fond, c'est un tour qu'on vous joue. Maintenant, il n'y a plus de mercure là-dedans, puis c'est une bonne chose. Okay? Le mercure, ce n'est pas un élément qu'on veut avoir dans notre corps en grande quantité. Mercure pour la prévention des moisissures dans la peinture, j'en ai glissé un mot, mais ce n'est pas nécessairement important pour les soins infirmiers. Le cuivre et le zinc. Le cuivre, c'est un métal qui est, pas qui est utilisé, mais qui a des propriétés antimicrobiennes tout seul, donc que ce soit dans des tuyaux ou autres objets, s'il y a du cuivre, les micro-organismes se développent moins bien. Même chose pour le zinc. Okay? Le zinc, ça va avoir l'air bizarre quand je dis ça, mais on en mettait sur les fesses de mes enfants. Donc, quand on changeait la couche, on nettoyait correctement, puis on mettait un petit peu de crème de zinc pour prévenir l'érythème fessier. Okay? Donc, pour éviter l'irritation de la peau des fesses par des bactéries qui pourraient être encore présentes. Aussi, ouais, là j'ai écrit cuivre, puis certains métaux. Les pièces de monnaie, certains bijoux, okay? Parce qu'ils sont faits de ces métaux-là, vont avoir des propriétés antimicrobiennes. Donc souvent, là, par exemple, les pièces de 1 sou, okay, là, ils n'existent plus, ils ne sont plus en circulation, mais si vous en avez déjà vu, ces pièces-là, des fois on se dit, oh, la monnaie, c'est épouvantable, tout le monde touche à ça, ça va être plein de bactéries. Bien, souvent, c'est pas si pire que ça parce que les pièces elles-mêmes ont des propriétés antimicrobiennes. Okay? Même principe, ça, c'est deux de vos anciennes collègues de soins infirmiers. Quand j'ai parlé de ça, elles sont allées prendre une photo et elles m'ont envoyé la photo par Mio dans les minutes qui ont suivi pendant la pause. Mais vous allez voir, au cégep, il y a plusieurs abreuvoirs comme ceux-là. Donc, moi, je les utilise, là, entre autres, pour aller remplir ma bouteille d'eau. Mais, okay, ce qui est intéressant, c'est que le métal qui compose la buvette comme telle, il y a du cuivre dedans. En quoi c'est important? Bien, quand tu remplis la bouteille, c'est pas si pire, mais ceux qui utilisent la buvette comme telle, là, okay? Donc, vous appuyez sur les boutons qui sont là, puis vous avez l'eau qui sort par ici. Bien, tu sais, on l'a déjà vu, il y a des gens qui crachent, il y a tout le temps 2-3 gommes pognées là-dedans. Là, okay? Donc, il pourrait y avoir des micro-organismes qui s'y développent. Il y en a qui versent leur restant de café plus bon, en tout cas, peu importe. Fait en ayant du cuivre dans le matériel, le matériau de construction, bien, à ce moment-là, ça limite la croissance des micro-organismes. Voilà. L'ammonium quaternaire, okay, donc ça c'est un produit antibactérien, surtout efficace contre les bactéries gram positifs, parce que ça va surtout altérer la paroi de peptidoglycane. Ces substances-là, si vous avez déjà pris des Cepacol, il y en a dedans. Puis le Cepacol, vous avez les pastilles, du rince-bouche, le petit vaporisateur pour la gorge, quand vous avez mal à la gorge. Donc, un petit push-push, puis vous allez mieux. Il y en a aussi dans certains rince-bouches. Et si jamais vous utilisez ces rince-bouches-là qui contiennent de l'ammonium quaternaire, utilisez le rince-bouche en dernier. Donc, il ne faut pas se brosser les dents après, parce qu'en brossant vos dents, certaines substances dans le dentifrice vont altérer l'effet du produit présent dans le rince-bouche. Donc, rince-bouche devrait être plus une solution là, utilisée après le brossage, okay, ou dans une circonstance où vous ne pouvez pas vous brosser les dents. Mais utilisez-le après le brossage parce qu'avant, vous allez perdre son efficacité. Il faut faire attention aussi, ces produits-là, souvent, bien pas souvent, mais pour certaines personnes, ça peut tacher les dents. Donc, à vous de voir là, si vous avez des dents qui sont plus sujettes à cette tache-là. L'autre, les aldéhydes. Okay? Formaldéhyde ou formol. Okay? Formol, je me rappelle mes labos de biologie, souvent on conservait des cadavres d'animaux, par exemple, qu'on devait disséquer, on les conservait là-dedans.
Si vous avez déjà fait, par exemple, les dissections de porc fœtal ou quoi que ce soit, jadis, c'était conservé dans le formol. Donc, ça tuait tous les micro-organismes, donc ils ne pouvaient pas décomposer la carcasse. Mais ça a été remplacé par des produits moins dangereux parce que c'est quand même cancérigène, le formol. Mais formaldéhyde, j'en glisse un mot. Okay? Pur, okay, ou en grande quantité, c'est toxique, c'est mortel, c'est un poison. Mais c'est quand même une substance qu'on retrouve naturellement un peu partout dans le monde animal et végétal. Par exemple, dans votre sang, il y a du formaldéhyde, mais dans des concentrations faibles. Quand vous mangez une poire, il y a du formaldéhyde. Quand vous mangez des œufs, il y a du formaldéhyde, mais des concentrations très très faibles. Vous intoxiquerez pas avec ça. Mais là, par exemple, dans les vaccins, certains vaccins, par exemple, comme la grippe, on va les faire à partir d'œufs, parce qu'on va vouloir que les virus se multiplient dans les œufs. Puis, quand on fait le vaccin par la suite, ça se pourrait qu'on récupère quelques protéines ou quelques éléments présents dans l'œuf. C'est pour ça qu'on va vous demander, est-ce que vous êtes allergique aux œufs quand vous recevez certains vaccins? Mais là, dans les vaccins, ça se peut qu'il y ait des traces de formaldéhyde. Puis là, le monde capote, les anti-vaccins disent « Oh my God, ils nous injectent du poison. » OK, calme-toi les nerfs. Là. Quand tu manges une poire, tu as 10 fois plus de formaldéhyde dans ta poire, puis une poire bio. Là, okay? Il y a 10 fois plus de formaldéhyde dans ta poire que dans une injection par un vaccin. Okay? Puis moi, si je calcule, j'ai mangé pas mal plus de poire dans ma vie que j'ai reçu de vaccin, puis il me porte quand même pas si mal. Il faut faire attention là, quand il y a des gens qui se mettent à capoter parce qu'ils ont vu un produit chimique qui a l'air étrange dans un vaccin ou ailleurs. Formaldéhyde, il y en a dans votre sang aussi. Fait que là, capoter parce qu'il y en a partout. Glutaraldéhyde, c'est un autre type d'aldéhyde. Lui, on va l'utiliser pour stériliser des instruments médicaux, surtout en inhalothérapie et en hygiène dentaire. D'autres types de désinfectants, donc les agents, ce qu'on appelle les agents de surface, c'est niaiseux, c'est aussi simple que du savon. Puis un savon bien normal va vous permettre d'éliminer les bactéries en surface. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, n'achetez pas, pour la maison, n'achetez pas de savon avec des substances antimicrobiennes. Vous n'avez pas besoin de ça. Les compagnies vont vous dire ça va être plus efficace contre la COVID, ça va être plus efficace contre les bactéries. Non. Tout ce que vous faites quand vous utilisez un savon comme ça, quand vous n'en avez pas besoin, c'est que vous favorisez le développement de bactéries résistantes. Parce que si vous vous lavez pendant 6 mois les mains avec un savon antibactérien, éventuellement sur votre peau, les bactéries faibles vont être tuées, puis il y a juste les bactéries résistantes qui vont se développer. Puis éventuellement, si vous avez une coupure, une blessure, c'est des bactéries résistantes qui vont rentrer dans la plaie. Donc s'il y a une infection, s'il y a un problème, ça va être plus difficile de la traiter avec des antibiotiques par la suite. Fait que de l'eau, du savon, ça fait la job. Vous pouvez aller voir, il y avait justement un article dans la presse à ce sujet-là. Donc, les savons antibactériens sous le microscope des autorités américaines, donc, eux réalisent justement l'ampleur, ça c'était en 2013, là. Fait qu'on réalisait déjà l'ampleur du problème. Fait qu'il y a de moins en moins de compagnies là, qui vont vendre des savons comme ceux-là, puis même des savons à vaisselle, antibactériens. Mais là, j'ai vu au Costco, pour ne pas le nommer, des grosses cruches de savon, puis c'est spécifiquement écrit là, antibactérien, antimicrobien. Prenez du savon normal, gang, ça va faire la job. Puis d'autres, là, on n'est plus dans le médical, on est dans l'alimentaire, les agents de conservation. Donc, par exemple, là, si vous comparez un pain de boulangerie, ou vous achetez un pain commercial, un pain tranché commercial versus un pain que vous avez acheté dans une petite boulangerie artisanale, comme moi, il y a les deux frères à Elmer, où je vais de temps en temps. Si vous prenez une tranche de chacun de ces pains-là, donc le pain d'épicerie en tranche, puis le pain artisanal, on va le dire comme ça, puis vous les laissez à l'air libre, les chances sont que le pain artisanal va se couvrir de moisissure beaucoup plus rapidement parce que souvent, dans les boulangeries artisanales, ils n'ajoutent pas de produits ou d'agents de conservation. Donc, c'est sûr que ça a un avantage d'avoir des produits comme ceux-là parce que, bon, ça va inhiber les micro-organismes. Généralement, ce n'est pas des produits qui sont dangereux pour votre corps, fait qu'il ne faut pas s'en faire là-dessus. Ça n'affecte pas le goût ou la couleur, puis c'est efficace à plusieurs pH. Donc, vous allez voir, vous pouvez en fait regarder sur les boissons gazeuses, là, vous allez avoir de l'acide sorbique ou du sorbate de potassium. Sur le pain commercial, vous pouvez voir propionate de calcium. Donc, ce sont des substances qui sont ajoutées pour favoriser la conservation de ces aliments-là. Gaz stérilisant, important parce que justement, ils sont efficaces pour stériliser, donc pas juste désinfecter, ça tue tout. Donc, on a l'oxyde d'éthylène. Ce que ça nous prend dans ce cas-là, c'est un appareil spécialisé
qui est fermé, hermétique. Donc, on met les instruments là-dedans, okay, tubulures, les choses en plastique, les choses qui sont sensibles à la chaleur, qui ne peuvent pas être stérilisées par un autoclave. On les met là-dedans. L'inconvénient de ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Okay? Il faut laisser les gaz agir plus longtemps, tandis que l'autoclave, souvent en 45 minutes, 1 heure, c'est fait. Ça termine le chapitre. 2 mots pour le glossaire et vous avez quelques renforcements des acquis que je vous suggère. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo ou par Mio et je vous souhaite une belle fin de journée.